Nous revoici donc dans l'exercice de routage élémentaire axé sur l'utilisation d'une machine Debian qui sert donc de routeur. Et l'objectif désormais, ça va être que la machine Linux Debian qu'on voit ici en noir ici là dans cette fenêtre là, doit permettre à cette machine ici Windows, qui est donc pour l'occasion un simple client Windows XP, elle doit permettre à cette machine d'accéder à Internet. Alors pour rappel, la machine Windows a une IP fixe dans sa configuration réseau 192.168.100.1 et elle déclare comme passerelle à 192.168.100.254 et donc ça va être la machine Linux qui va posséder cette adresse là sur l'une de ses cartes réseau et elle va ensuite dès qu'on aura établi le routage et puis établi la fonctionnalité qui vont permettre d'accéder à Internet, en fait cette machine Windows va donc pouvoir accéder à Internet. Alors le test qu'on peut faire immédiatement, par exemple, un test, on va le faire plutôt ici, un test élémentaire assez répandu maintenant, c'est de tenter d'envoyer un ping sur une adresse publique connue et réputée fiable. Il faut être sûr qu'on ne prend pas le risque que cette machine soit éteinte. Donc ici je choisis l'adresse 8888 et pour rappel, il s'agit de l'adresse d'un des serveurs DNS publics de Google. Et pour info, ce serveur il est à l'autre bout du monde pour nous ici en France. On traverse les océans pour l'atteindre. Donc là on voit qu'on ne l'atteint pas. C'est dû au fait que y a un problème. On peut résumer ça comme ça, on va essayer de comprendre pourquoi, mais la configuration pour l'instant n'étant pas totalement établie, il ne faut pas s'attendre à pouvoir accéder à Internet immédiatement. Alors, dans ce petit schéma que j'ai préparé, on peut voir que la machine qui se trouve en gris là ici, enfin c'est le cadre qui se trouve en gris, représente le réseau sur lequel se trouve ma machine Windows XP. Donc la machine Windows XP qu'on voit donc ici, en vert là ici, avec cette fenêtre noire, et donc cette configuration réseau 192.168.100.1 associée au masque que l'on voit ici, avec l'adresse de passerelle que l'on voit là, correspond donc à, on va dire, une des machines qui se trouve ici, peu importe laquelle, on va dire que c'est celle-ci. Et donc ici j'ai indiqué l'adresse du réseau en fait qui représente tout ce réseau là. Alors si on suit les câbles, j'ai représenté ici à l'horizontale un câble qui dessert les machines et puis ici un câble qui va jusqu'à cet équipement. Cet équipement c'est notre routeur. Ici on voit la carte TH0, c'est donc cette carte là. Et alors pour être logique, et on avait donc déjà établi cette configuration dans la présentation précédente. La carte réseau qu'on doit configurer ici, c'est le TH0 et elle doit avoir cette adresse là. Donc cette adresse là, pourquoi cette adresse, je vais la placer ici. Pourquoi cette adresse? Simplement parce que cette adresse là est l'adresse qui doit correspondre à la passerelle qu'on a indiquée ici. Et comme on peut voir ici qu'on a déjà indiqué cette adresse là, ça veut dire que donc la passerelle et du coup on peut dire ce point là, je vais le rapprocher qu'on comprenne bien qu'il s'agit de ce point là, c'est ETH0, donc il doit avoir cette adresse là. Quant à ETH1, alors on va examiner comment la configurer, mais la bonne idée, et ça aussi c'est un rappel de la présentation précédente, la bonne idée c'est de configurer ce point là, qui correspond donc à la carte qui s'appelle ETH1, de façon qu'il obtienne automatiquement une adresse IP, de manière à ce qu'on soit certain que le serveur DHCP du fournisseur d'accès Internet qui se trouverait donc quelque part ici, donne une adresse IP à ce point là et maîtrise l'adresse qui lui donne et autorise le flux
à aller et venir vers et depuis ce réseau. Donc la bonne idée est, dans la plupart des cas, à moins d'un accord spécial avec le fournisseur d'accès, on ne met pas d'IP fixe, on demande à obtenir automatiquement une adresse. Donc pour l'instant je vais indiquer qu'elle est en DHCP, mais on va aller examiner l'adresse qu'il a obtenue, ce point, et on ira l'écrire ici tout à l'heure. Donc alors première manip, c'est donc de contrôler ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire pour cette machine, et de voir comment ça a été fait. Alors je vais agrandir un peu l'écran de la machine Linux pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Donc cette machine, dans le dossier ETC Network, donc avec cette commande je me rends dans le dossier qui s'appelle Network, qui se trouve dans le dossier ETC. Donc c'est ici que l'on va trouver, là je liste les fichiers, c'est ici qu'on va trouver un fichier, ici qui apparaît sous ma souris, là ici en blanc, qui s'appelle interface. Ce fichier interface, il contient la configuration des cartes réseau. Ce qu'on appelle les interfaces, ce sont les cartes réseau. Donc on va l'ouvrir avec un éditeur. Il suffit de taper le nom de l'éditeur qui est nano et suivi du nom du fichier, interface. Alors attention, hein, pour rappel, hein, bien que ce ne soit pas un cours Linux, ça fait appel à des notions de manipulation sous Linux. On est sensible à la casse sous Linux, c'est-à-dire que la différenciation entre les majuscules et les minuscules a une importance. Sous Windows, elle n'a une importance que en ce qui concerne les mots de passe et uniquement en ce qui concerne les mots de passe, alors que sous Linux, elle a une importance permanente, tout le temps. Donc, nano interface, je vais donc ouvrir dès que je vais appuyer sur entrée le fichier. Ce fichier, on va le parcourir rapidement pour comprendre ce qui se passe. Ici, un dièse. Ici, un dièse. Ici, un dièse. Dès qu'une ligne commence par un dièse, elle sert de commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux lignes-là sont juste du texte pour permettre au lecteur de comprendre ce qui se passe ici. Là, il s'agit d'une action. Là, il s'agit d'un commentaire. Action, action, etc. Commentaire. Action, action, action. Donc, ça, cette ligne-là, c'est une ligne qui permet d'intégrer dans ce fichier des données se trouvant dans d'autres fichiers qui sont ici. Alors ici, si vous avez l'habitude des systèmes d'exploitation, ça veut dire qu'en fait, on va aller dans ETC Network, qui est un dossier, dans le sous-dossier interface.d, et là-dedans, on prendra tous les fichiers qui s'y trouvent, pour y intégrer la configuration ici. Ça évite d'avoir à recopier des configurations dans un seul et même fichier, et puis qui deviennent illisibles. Du coup, on distille les informations dans différents fichiers en fonction de nos besoins. On les importe ici. Ça, c'est une commande qui permet donc d'importer les données se trouvant dans tous les fichiers. Hein. Ça veut dire tous les fichiers, une étoile, qui se trouvent dans l'interface D de network de ETC. Alors, on ne va pas s'y intéresser plus que ça. C'est juste pour expliquer la présence de cette ligne. Là aussi, sans s'attarder sur ce bloc dont on a déjà parlé par ailleurs, l'interface réseau de bouclage de Loopback Network Interface, c'est l'interface qui permet aux processus réseau et systèmes locaux veut dire en local, de dialoguer en mode client-serveur sans avoir besoin de connexion extérieure. Donc c'est indispensable pour toute machine possédant une gestion de service réseau de disposer de ce type de carte. Et cette carte porte un nom particulier, elle s'appelle LO. Voilà, en fait, il faut comprendre que LO, c'est l'abréviation de loop, qui veut dire boucle. Boucle de retour, loop back. LO, c'est la boucle. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette carte, qu'on appelle LO, hein? Eh ben, c'est une carte de type loopback. Loopback veut dire tout simplement que tous les processus qui seront émis par cette carte resteront à l'endroit où ils ont été émis, en clair, sur la machine locale. Ça sort pas dehors. Alors,
maintenant, on va plus se préoccuper de cette carte, on va s'intéresser aux vraies cartes d'interface réseau. Alors ça, c'est les cartes qui permettent de relier la machine au monde extérieur. Et ici, et pour rappel, on va reprendre le schéma. Ici, nous, on a deux cartes. ETH0, qui se trouve ici côté réseau où il y a les clients, et puis ETH1, qui se trouve ici côté réseau où il y a Internet et les fournisseurs d'accès. Le monde extérieur, on peut appeler ça le monde public. Le monde intérieur, on peut appeler ça le monde privé. Le réseau privé, le réseau public. Interne, externe. Donc la partie externe, on ne gère pas, c'est les fournisseurs d'accès Internet. C'est pour ça qu'on va se mettre en DHCP. La partie privée, c'est nous. Nous avons nos propres serveurs. Nous devons établir notre propre plan d'adresse ou notre propre responsabilité. On va mettre des IP fixes. Donc, pour la carte ETH0, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai donc mis l'adresse qui était prévue dans mon schéma que j'avais décidé et qu'on retrouve en tant qu'adresse de passerelle sous Windows XP. Hein, c'est exactement ce qu'on voit ici comme information. En dessous, on voit une carte qui s'appelle ETH1. Donc c'est la carte que j'ai appelée numéro 2. On va corriger ça. Numéro 2. Cette carte, c'est la carte ETH1 et il faut qu'elle soit en DHCP. Donc, résumons vite fait les infos. Auto, ça veut dire elle s'activera automatiquement au démarrage du système. La carte sera configurée en mode statique, ça veut dire qu'elle possédera une adresse que nous indiquons ici et un masque. La deuxième carte, elle sera activée automatiquement, mais elle obtiendra automatiquement une adresse dynamiquement obtenue par le service DHCP. Et puis, la carte loopback qui doit être présente, il ne faut surtout pas la désactiver, il ne faudrait pas oublier de mettre cette ligne, ni celle-ci, mais on ne va pas lui attribuer d'adresse, parce qu'en fait l'adresse lui est déjà réservée, c'est la 127.0.0.1, qu'on pourra voir tout à l'heure si on en a l'occasion. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on quitte notre fichier de configuration, on enregistre, et la bonne idée maintenant, c'est soit de redémarrer la machine pour qu'il prenne en compte ces paramètres, soit de redémarrer simplement le service qui gère le réseau. Donc, c'est très simple, service networking, ça c'est le nom du service, restart pour redémarrer, mais on aurait pu faire un service networking stop suivi d'un service networking start. Bon, là on fait deux opérations en une avec le mot restart. Donc ce qui se passe maintenant quand j'appuie sur entrée, c'est que si tout va bien et qu'on ne s'est pas trompé dans nos branchements, ça met un temps avant de nous rendre la main. On a pu voir à peu près une dizaine de secondes. Pourquoi tout simplement parce que la carte ETH1, elle est obligée de trouver elle-même son adresse IP en faisant des requêtes vers le monde extérieur. Et elle multiplie ces requêtes jusqu'à temps qu'elle obtienne une adresse fournie par le serveur qui est ici. Alors moi ici, pour cette démonstration, je ne suis pas connecté directement sur Internet, j'ai un réseau ici privé supplémentaire avec une box. Mais cette box joue le rôle de fournisseur d'accès. Donc, ma carte ETH1 a fait des requêtes ici répétées de façon à obtenir une adresse. Et on va voir maintenant quelle adresse elle a obtenue. Pour savoir quelle adresse ma carte ETH1 a obtenue, il suffit de lui demander. Et on peut voir en deuxième ligne, inet adresse 2.192.168.1.98. Alors, cette carte 192.168.1.98, je vais l'écrire ici pour que ce soit cohérent. 192.168.1.98. Voilà. Donc voilà la situation. Mes deux cartes. Dans
la présentation précédente, on avait expliqué qu'il fallait activer le routage de cette machine pour qu'elle devienne un routeur. Alors certes, elle a 2 cartes réseau, mais elle n'est pas routeur. Pour qu'elle soit routeur, il faut activer le routage. On avait expliqué que on peut visualiser avec la commande cat un fichier qui se trouve ici dans le dossier proc.sysnet et qui concerne la pile de protocole IPv4 et qui s'appelle IP_forward. Ce fichier IP_forward joue le rôle d'interrupteur, un peu comme on-off. Alors les valeurs binaires qu'on va mettre dedans, pour on c'est 1, pour off c'est 0. Si il est à 1, c'est on, s'il est à 0, c'est off. Qu'est-ce qui est à on-off? C'est tout simplement le processus de routage, c'est-à-dire qu'il est routeur quand c'est 1, il n'est pas routeur quand c'est 0. Quand je fais un cat ici, j'affiche la valeur qui s'y trouve. Si c'est 1, j'ai pas besoin de l'en changer. Si c'est 0, je dois changer. Comment je change? On a vu ça, c'est un petit rappel. Mais il suffit d'utiliser la commande echo qui permet de diriger un caractère. Et ce caractère, ça va être 1, et je veux le diriger en direction de ce fichier. Donc comme une flèche, vous voyez ici, de la gauche. Donc ça prend ça et ça l'emmène là-bas. Donc en faisant ça, j'active mon routage. Pour faire une petite expérience, vous allez voir, je vais le passer à 0 et je vais demander avec la commande cat de visualiser le contenu, il doit être égal à 0. On le voit à gauche de l'écran. Là, il n'est pas routeur. Quand je vais activer ça, on vérifie, il est routeur, parce que la valeur est à 1. 1, routage activé, on, 0, routage désactivé, off. Donc voilà, mon routeur est activé. Alors on va se rendre compte que malgré ça, ça n'a rien changé au niveau de mon ping. Je ping toujours pas Internet. Ça marche pas. Alors quand je dis Internet, ça rappelle le serveur de Google qui se trouve quelque part dans le monde sur Internet. Donc je ne l'atteins pas. Pourtant le routage est activé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est demander au routeur lui-même de tenter de l'atteindre. Donc, ping 8.8.8.8, et là, on voit que pour lui, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne pour le routeur, ça fonctionne pas pour le PC. Est-ce que c'est le PC qui est en cause? Est-ce que c'est le routeur? Est-ce que c'est la liaison entre les deux? Premier diagnostic. On prend le PC, on vérifie qu'il peut atteindre le routeur sur son adresse privé, c'est-à-dire je vais envoyer un ping partant d'ici pour aller jusque là. Si j'arrive à faire ça et que ça marche, ça veut dire que la communication entre les deux est bonne. Et comme lui, on sait qu'il peut aller là, on en déduirait que c'est le processus de routage ici qui ne fonctionne pas, et pourtant on vient de l'activer. On se posera donc la question du pourquoi. Alors, on constate que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le PC client ici n'atteint pas le routeur, et il devrait l'atteindre puisqu'il est censé être branché sur le même réseau. Donc rappelez-vous que dans cette expérience, le laboratoire ici il est monté sous une machine virtuelle. Donc ici le Windows XP il est virtualisé, et le routeur Linux il est également virtualisé. Donc le routeur Linux, il est virtuel, la machine est virtuelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne marche pas, ça veut dire simplement qu'il faut faire en sorte de vérifier que la partie réseau fonctionne bien. Donc au niveau de mon routeur Linux, si je regarde mes 2 cartes réseau, elles sont bien activées ici. Il y en a une ici qui est sur le réseau interne qui s'appelle vert. Alors j'ai plusieurs réseaux internes, j'en avais créé plusieurs pour différentes expériences. Il est sur le réseau interne vert. La carte numéro 1 est sur le réseau interne vert. La carte numéro 2, elle est en accès par pont. Mais petit rappel sur le schéma, la carte numéro 2 c'est elle. Si on arrive à atteindre Internet, on peut dire qu'ici il n'y a pas de problème, c'est certain. Puisqu'on arrive à accéder à 8888 qui se trouve quelque part ici.
Mais si on n'arrive pas à établir une communication de là à là, il se peut que ce soit un problème ici ou bien là. Ou alors il y a un autre problème, mais d'un autre ordre. Donc on va vérifier que la carte numéro 1, qui ici est configurée en interne vert, correspond bien à la carte, au réglage qui est fait ici sur mon Linux. Alors ça c'est le Linux, vous voyez XP1. Et la carte numéro 1 doit être sur le réseau interne vert. Carte numéro 1 doit être sur le réseau interne vert. C'est pas le cas. On corrige. Là elle est par pont, on la met en interne. Et il faut la mettre sur le réseau vert pour être sur le même réseau que cette machine-là. Donc on la met sur le réseau interne et on choisit vert. On fait OK. On va avoir un petit moment d'incertitude, on va dire, ici au niveau de la machine Windows. On attend un petit peu et on refait notre ping. On constate que ça fonctionne. Donc la machine Windows peut donc maintenant atteindre la machine Linux. La machine Linux peut atteindre Internet, le routage est activé, donc j'ai envie de relancer un ping depuis Windows pour atteindre Google, le serveur Google. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc, je suis ici, je peux atteindre ce point-là, je peux pas atteindre ce serveur qui se trouve ici. Je suis là, je peux atteindre le serveur. Le routage est activé. Pourquoi ça marche pas? Donc, on peut faire un autre test aussi. Vous vous souvenez que l'adresse ici, c'est 192.168.1.98. Ça permet de prolonger un peu le test, c'est-à-dire que je vais essayer d'envoyer un message de là vers la sortie, ici. Alors, en réalité, pour être tout à fait honnête, ça ne change pas le test, parce que j'envoie pas, je teste pas la carte, je teste l'adresse IP. L'adresse IP, elle est affectée à la machine, donc si je peux atteindre la machine par une porte, je dois pouvoir l'atteindre par l'autre. Ça ne prouvera rien du tout. Ça ne changera pas mon diagnostic. Donc c'est normal que ça réponde. Bon, pourquoi ça ne marche pas? La machine qui est ici, on va imaginer que, je vais prendre comme exemple celle-ci. Imaginons que cette machine ici soit celle que je veux atteindre, 8888. Cette machine-là, elle n'a rien à voir avec nous. Elle ne nous connaît pas. Le fournisseur d'accès qui gère cette machine-là ne nous connaît pas non plus. Et il n'a pas forcément envie de nous connaître. Je veux dire par là qu'il ne peut pas connaître tout le monde. Connaître voudrait dire que dans ses paramètres réseau, il a une information permettant de nous atteindre. Donc une direction, une route, on appelle ça une route. Mais il ne peut quand même pas avoir les routes pour atteindre tous les PC clients potentiellement présents sur Internet. D'autant que des PC, au moment où on parle, il y en a qui s'allument, des nouveaux qui s'éteignent, des anciens. Donc c'est impossible à gérer. Donc le seul moyen qui permettrait à notre machine ici, on va dire de celle-là plutôt, le groupe de machines qui est ici, tout ce qui est dans ce cadre-là, de communiquer avec le monde extérieur, par exemple ce réseau-là, ou bien une machine de ce monde extérieur, par exemple 8888, c'est que ce routeur transfère l'adresse qui est ici, ou bien celle-ci. Alors si c'est ce PC-là qui parle, il faut qu'il transfère l'adresse qui est ici. Transférer vers quoi? Vers cette adresse-là. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'il opère une transformation. Une transformation, pourquoi? Parce que cette adresse-là, celle-ci, là, elle a été fournie par le fournisseur d'accès Internet, qui est le même ou en accord avec celui qui alimente cette machine-là. Donc ça veut dire que le fournisseur d'accès qui est ici peut dialoguer avec les fournisseurs d'accès qui distribuent les adresses à cette machine-là. Et en clair, le fournisseur d'accès qui gère mon poste ici, mon routeur plus exactement, est tout à fait lui capable de me parler, mais il me parle ici sur cette patte-là que j'entoure ici, là. Il est également capable de parler à cette machine-là uniquement sur ce point-là.
Ce qui se passe derrière, c'est-à-dire dans mon carré là, ici, gris, c'est pas son affaire. Et ça ne doit pas le devenir, et ça ne peut pas le devenir. Il ne peut pas connaître tout le monde, on l'a dit tout à l'heure. Donc comment faire? Comme cette adresse, c'est lui qui me l'a donnée, et qu'il la maîtrise, et qu'il l'accepte, il faut que tout ce qui sort de mon réseau, par exemple ce poste-là, obtienne cette adresse-là. Pour faire ça, on va activer la fonctionnalité de NAT. On active la fonctionnalité de traduction d'adresse réseau qu'on appelle le NAT. Pourquoi NAT? Network Address Translation. Traduction d'adresse réseau. Alors, traduction d'adresse réseau, je vais le mettre au pluriel parce que ça peut traduire plusieurs adresses et c'est ce qui nous permettra de pouvoir résoudre les problèmes de pénurie d'adresses notamment. Mais moi, c'est pas le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Le sujet qui m'intéresse, c'est de pouvoir traduire toutes les adresses qui sont au-dessus de cette ligne, donc toutes les adresses qui seront de ce carré gris, en l'adresse qui se trouve ici, qui est acceptée par mon fournisseur d'accès. Donc c'est un masquage d'adresses en fait. On peut voir ça comme on cache, si vous voulez, les adresses qui sont ici, pour ne montrer au fournisseur que les adresses qu'il maîtrise. Et comme il n'y en a qu'une, c'est celle-ci, on va cacher les adresses qui sont issues de ce carré pour les remplacer par celle-ci en fait. Et celle-ci, c'est tout simplement celle qui est associée à ETH1. Dans la pratique, si on avait conclu un accord avec le fournisseur pour obtenir non pas une, mais 4 adresses, ou 8, ou 16, ou 32, ce qui est tout à fait fréquent et tout à fait possible, il suffirait d'activer la fonctionnalité NAT, permettant de choisir une ou plusieurs de ces adresses, ou bien d'en choisir une à un moment, une autre à un autre moment, etc., etc., pour servir de cache d'adresses pour toutes les machines qui seraient ici. Dans l'exemple que je présente ici, il n'y a qu'une seule adresse, et c'est la même qui servirait à tous ces PC ici. Comment on active le NAT? Sous Windows, il n'y a rien à faire, c'est transparent, il n'y a pas de configuration particulière à faire. Sous Linux, donc sur notre machine, je vais remettre ma fenêtre un petit peu plus grand pour qu'on voit. Sans entrer dans les détails, parce que c'est pas le propos, on reste sur quelque chose orienté pratique. Il faut que j'active une fonctionnalité qui va affecter ma table NAT, qui va consister à ajouter une règle après l'opération de routage, post-routing ici, post-routing, ça veut dire après le routage, en sortant par la carte ETH1, donc je retourne sur mon schéma, parce qu'on sort par ici, donc on va du haut vers le bas, dans cette direction-là, on part du haut, on va vers le bas, donc notre sortie c'est ici, et c'est bien celle qui va vers Internet, et qui va consister à affecter le traitement de cache d'adresse IP. Alors, qu'est-ce que j'ai tapé qui fait que je me suis trompé dans la casse? La table NAT, ça s'écrit comme ça, il n'y avait pas de majuscule. Donc, attention, on voit ici l'importance de respecter la sensibilité à la casse, parce que vous avez vu que le message qu'il m'a donné, c'était que NAT, entre guillemets, là, NAT en écrit en majuscule, n'existe pas de table qui s'appelle comme ça. Et effectivement, elle s'appelle NAT, mais en petit et en minuscule, et c'est pas la même chose. Donc, cette phrase ici a consisté donc à ajouter une règle après routage à la table NAT, donc à la table NAT du système, j'ajoute
une règle après routage. Cette règle va va être affectée à la sortie-output, à la sortie par ETH1. Et cette fonction, c'est quoi? Cette fonction, c'est le masquerade. Le masquerade, c'est le masquage de l'adresse par l'adresse de ETH1. Donc c'est un remplacement. Donc voilà, c'est fait. Donc on va voir côté Windows si on a une amélioration sur notre ping. Et on constate qu'on ping désormais le serveur de Google DNS. On peut pousser un petit peu le test avec la commande tracert, en fait, qui va permettre de vérifier le chemin emprunté par le ping, c'est-à-dire en fait pour savoir par où ça passe. Normalement, ce que je devrais trouver, c'est comme première adresse, je devrais trouver le premier routeur que je rencontre sur mon chemin, et le premier routeur, c'est ce point-là. Donc je devrais trouver ça. Et comme deuxième adresse, on devrait trouver le routeur qui est ici, qui chez moi est l'adresse 192.168.1.253. Puis ensuite, on tombera chez le fournisseur d'accès, et là j'ignore complètement les adresses qu'il utilise. Puis après, on ira finalement vers 8888, qui est symboliquement ici ma machine. On va voir si ça marche. Voilà, nous voilà arrivés chez Google. Alors vous voyez, on peut compter en 10 coups, c'est pas mal. D'ici, on a traversé les océans, on arrive en Californie ici, du côté de Mountain View, là où se trouve ce serveur-là, Google Public DNS. Et du coup, ce serveur-là, dont on voit bien l'adresse ici, lui a comme routeur cette patte-là. Dans le chemin qu'on fait dans notre sens à nous, sa patte d'entrée c'est ça, et la patte de sortie du routeur, j'ignore, mais elle doit être sur le réseau 8 quelque chose. Et ici par contre, si on regarde à l'opposé, la première adresse qu'on voit, c'est bien l'adresse de mon premier routeur, donc de la machine Linux, enfin celle-ci, machine Linux, premier routeur, et c'est sa patte d'entrée. Et puis l'autre qu'on voit ici, je ne l'ai pas dessiné sur le schéma, c'est ma box internet 192.168.1.253. On peut voir ici. Après derrière on sort par mon fournisseur d'accès, ici c'est Free. Et là on est sur le réseau mondial, sur ce qu'on appelle les backbones de liaison. Donc ça c'est les opérateurs d'interconnexion des fournisseurs d'accès ici qui me font utiliser ces chemins ici. Alors, conclusion temporaire. Pour accéder à Internet depuis un réseau privé, si on veut utiliser un routeur que nous fabriquons nous-mêmes, que nous configurons nous-mêmes, il faut que ce routeur fasse deux choses. La première, c'est il active le routage, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi qu'il active le NAT pour permettre à ce réseau qui est inconnu du monde extérieur de pouvoir être vu comme un réseau connu et donc accepté. L'opération du NAT en fait la transformation, mais elle fait aussi, et ça on ne peut pas le voir au moment de la démonstration, mais elle fait aussi en fait une mémorisation des informations qu'elle capte. En fait, on voit dans la dernière ligne là de mon petit écran qu'il y a un certain nombre de paquets qui ont été traités. Il y a 7 paquets, ça représente 522 octets. Et bien ces paquets sont partis, mais revenus, puisque c'est un ping que j'ai envoyé. Un ping, c'est un aller avec une demande d'écho de retour. Donc en fait, il y a eu un échange aller-retour. Et comment le retour est possible? C'est-à-dire en fait, comment le 8888 est capable de renvoyer à cette machine-là quelque chose? En fait, il n'est pas capable de le faire. Il renvoie à ce point-là. Et c'est ce routeur-là qui va chercher dans sa mémoire l'information qu'il avait obtenue lors de la transmission, c'est-à-dire quand ça descendait dans ce sens-là, il a mémorisé l'adresse de ce poste-là.
il a stocké cette information dans une mémoire cache temporaire, il a remplacé l'adresse source du PC du haut par la sienne, qui est ici, il a transmis le paquet. Mais il s'est souvenu de tout ça lors du retour. Et il a fait le remplacement inverse, c'est-à-dire que l'adresse qu'il avait mis ici comme destination pour le paquet, il la remplace par la vraie adresse de destination du PC. Et donc le paquet est routé avec la vraie adresse de destination. Le PC n'y a vu que du feu. Il a l'impression qu'il est en liaison directe ici. En réalité, il a été intercepté par ce routeur et sa fonctionnalité de NAT. Il y a vraiment une interception qui prend un certain temps. On peut aisément comprendre que la fonction NAT, si elle est exploitée sur un routeur qui n'est pas rapide, elle va dégrader les performances. Et du coup, si on ajoute trop de PC ici, trop de machines, s'il y a trop de monde, s'il y a 30, 40, 50 PC, et qu'on a une simple box internet qui n'a pas une puissance extrêmement élevée, et si tout le monde veut accéder à internet simultanément, lui il ne va pas avoir une mémorisation à faire, mais une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Et pas pour un paquet, pour tous les paquets qui seront transmis. Comme les gens surfent, et en surfant, c'est des centaines, des milliers d'URL qui sont consultés lors de la séance, et ça va vite avec les liens, les pubs qui s'affichent, etc. Donc tout ça est mémorisé ici, et rapidement oublié dès lors qu'on progresse, dès lors qu'on avance. Mais il ne peut pas oublier trop vite les choses, donc il y a une certaine capacité mémoire aussi qui est nécessaire ici. Donc un processeur rapide capable d'effectuer le logiciel de remplacement très très vite, et une capacité de mémorisation suffisante, on va dire, et surtout rapide, là encore, pour que ça paraisse le plus transparent possible. C'est-à-dire que cette étape ici de l'interception ici nous donne l'illusion qu'elle n'existe pas, et qu'on est vraiment directement en liaison ici. Voilà. Alors, on peut faire une expérience assez simple, c'est que si j'envoie un ping, alors par exemple comme ça, un ping comme ça, je vais l'envoyer un ping avec l'option timeout, -t. -t, ça veut dire -timeout, ça veut dire, et comme je ne mets pas de valeur derrière, je ne vais pas mettre par exemple ça qui voudrait dire 10 secondes, je ne vais pas en mettre. Ça veut dire tant que je n'arrête pas le processus par une fonction de blocage, il continuera. Donc il ne va pas s'arrêter à 4 comme il le fait d'habitude. Il continue à 5, 6, et il va continuer comme ça perpétuellement. Pour l'arrêter, il faudrait que je fasse CTRL et C. CTRL C. Je vais le refaire pour vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je l'arrête. CTRL C. CTRL C, on voit ici. CTRL plus C. Alors, maintenant, je vais faire une expérience et vous allez voir un phénomène intéressant. Alors, l'expérience, on va la faire ensemble ici. On va mettre ça en surimpression. Je vais envoyer mon ping en timeout. Et ici, je vais refaire ma règle, mais à l'envers. IP table, -t nat, -a post routing. Alors, je vais changer, je vais expliquer après. -i post routing 1 -o ETH1 -j masquerade. Donc ça, cette règle, c'est l'équivalent de celle de tout à l'heure. En fait, la différence, c'est que je l'insère au lieu de l'ajouter en position numéro 1. Donc comme ça, je suis sûr qu'il ne crée pas une règle à la suite, mais qu'il la crée au-dessus, puisque je la mets en position numéro 1. Mais maintenant, si je fausse cette règle, c'est-à-dire si par exemple, je
j'ai choisi une fonction non pas de masquage mais d'abandon. Ah oui, alors je peux pas d'ailleurs. Je vais pas pouvoir le faire. On va remettre le masquerade. Je vais pas compliquer la démonstration, mais on va fausser la règle. Donc, si je la fausse ici, tant que je n'ai pas supprimé ma règle, vous voyez là, j'ai fait je dirais un truc un peu aberrant. On va même tenter, vous vous souvenez de la carte Hello, par exemple. En faisant ça, en fait, j'ajoute des règles un peu farfelues au-dessus de ma règle. Mais ma règle fonctionne, et on voit qu'elle fonctionne toujours puisque ça ping. Mais tant que je n'annule pas cette règle, eh ben, ça continuera de pinguer. D'accord ? Alors regardez, je vais vous montrer les règles avec l'option de liste. Regardez en bas, vous avez 3 règles. Elles ont l'air identiques. Masquerade, masquerade, masquerade. Pour en savoir un petit peu plus, on va rajouter l'option V. On voit, en regardant un petit peu plus en détail, d'abord on voit que la règle numéro 3, qui était donc pour moi la première que j'ai créée, mais qui se trouve en 3e position maintenant, elle, regardez, je le refais, cette règle-là, elle travaille. Elle traite des paquets, 72 paquets, 5500 octets. Et elle continue d'exister. Tandis que les 2 autres règles que j'ai ajoutées au-dessus, qui sont complètement farfelues, qui auraient eu tendance à perturber la première règle, elles ne gênent pas le fonctionnement global de ma règle, qui elle reste vraie. Donc si je veux arrêter mon processus, il ne faut pas que je superpose des règles ni au-dessus ni en dessous, il faut que j'annule cette règle de masquerade. D'accord ? Alors, pour le faire, on peut faire comme ça. On peut la deleter. Delete. Et on va deleter, alors regardez, on va deleter la règle numéro 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? -t nat -d post routing 3 -o, elle est pas en LO, elle est en ETH1. Alors, oui, il faut pas mettre ça quand on efface. Donc, il faut même pas mettre ça, voilà. J'ai effacé la règle numéro 3. Vous regardez, le ping continue à fonctionner. Je vais effacer la règle. Alors, on va regarder les règles, parce que comme j'en ai effacé une, on ne devrait plus en trouver que 2. Et ça continue à pinguer, comme vous le constatez. Je vais effacer les autres règles. Donc la 2. Et maintenant la 1. Et on contrôle, il n'y a plus de règles. Et ça continue à pinguer. Ça continue à pinguer, il n'y a plus de règles. Alors, pourquoi ? Regardez, si j'arrête le ping, par moment il s'arrête, mais c'est involontaire. Si je l'arrête et que je reprends, il repart. En fait, mon système ici profite de la règle qui est maintenue ici comme une connexion réseau pendant un certain temps. Et si je l'arrête pendant un certain temps ici, le ping, ça ne redémarrerait plus au bout d'un moment. Mais par contre, s'il est maintenu, le fait d'avoir annulé mes règles ici n'empêche pas le ping de passer, compte tenu du fait que c'est comme si, pour donner une image, c'est comme si on avait voulu imaginer une corde tendue entre 2 points qui permet de passer d'un point A à un point B, et que des gens se mettent à utiliser cette corde et la tiennent à la main, un peu comme une rampe. Ils sont plusieurs personnes, cette corde tient en fait grâce aux mains des gens. Maintenant on peut supprimer le point A et le point B, la corde continue à tenir. C'est ce qui se passe, c'est un peu l'image qui se passe ici avec ce ping qui maintient la liaison en état de fonctionnement. La corde est maintenue par le processus qui tourne ici, qui lui demande de maintenir la connexion réseau. Donc,
Autre commande, plus radicale celle-ci, la commande F pour flush. La commande F pour flush, en fait, là, elle me vide totalement mes règles. Et là encore, hein, même commentaire que tout à l'heure, vous voyez que ça n'empêche pas ma machine de faire son ping. C'est-à-dire, le ping continue à fonctionner. On va arrêter le ping à la main. On va redémarrer ce routeur pour gagner un petit peu de temps. Alors, pour redémarrer, on peut utiliser par exemple cette commande, ou bien celle-ci. Ça, c'est pas la vraie commande, en fait, c'est un script. La vraie commande, c'est celle-ci. Alors, on va tenter de le ping pendant ce temps. On voit qu'il ne part pas. Le routeur est carrément éteint. Hein. Il est tout à fait logique. Il ne parte pas. On va attendre que le routeur démarre. On va se connecter. On va refaire notre ping. Il part pas. On va refaire notre règle. Alors, on peut vérifier le routage est toujours activé. Mais la règle, ici, on va la recréer. La règle, on va rajouter ici sur ETH1 le masquerade. Et on voit que le ping part. J'efface ma règle. Alors maintenant, on sait que pour effacer de manière radicale, sans préciser ce que l'on efface, ça veut dire en fait on efface tout. On fait ça et ça continue à pinguer. On va appeler ça le syndrome de la corde tendue, hein, si vous vous rappelez mon explication tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, dans cette première partie de l'explication sommaire des fonctionnalités du NAT, ce qu'il fallait comprendre, ce qu'il fallait faire dans cette machine Linux pour qu'elle devienne l'équivalent d'une box internet. Il ne suffit pas qu'elle route, il ne suffit pas que le routage soit activé pour permettre l'accès internet, il faut aussi que la fonctionnalité de NAT fasse le travail de traduction pour que le monde extérieur puisse nous prendre en compte et donc nous répondre. Et donc dans cette présentation, vous avez pu découvrir la configuration de base, mais de base ne veut pas dire qu'elle est basique, hein, veut dire qu'elle est nécessaire et qu'elle est indispensable. On peut en rajouter de la configuration pour améliorer peut-être le côté sécurité et filtrage, mais si la configuration de base n'est pas établie, on ne sort pas sur Internet. Là, on a vu comment on mettait en place cette configuration de base ici. Elle est très simple, mais sans elle, pas d'accès Internet. Maintenant, si on éteint la machine et qu'on la redémarre, avec 2 O et un seul B, bah, évidemment le ping va s'arrêter, mais surtout il ne repartira pas, parce que la configuration qu'on a fait tout à l'heure, qui permettait de faire le NAT, c'est une configuration qu'on a établie comme ça, à la volée. À la volée, ça veut dire qu'on l'a fait en instantané, mais elle est écrite nulle part. Donc quand j'éteins la machine, cette configuration est oubliée par le système, et du coup, elle est perdue. Et il faut refaire à chaque fois la configuration pour relancer la fonction de NAT. Alors on ne peut pas faire ça à chaque fois. Dans une suite à cette présentation de fonctions NAT, on va voir comment on fige la configuration statique, c'est-à-dire en fait quels sont les fichiers et les commandes qu'on doit y inclure pour rendre l'opération permanente. On peut redémarrer autant de fois qu'on veut, la machine va s'auto-configurer en fonction des fichiers de configuration. Donc, voilà, donc je vous propose de
avant de passer à la suite, que pour vous fassiez toutes les expérimentations en choisissant des adresses IP un petit peu, je dirais, pertinentes, en tout cas originales, de façon à ce que vous soyez sûr de ne pas reproduire le fonctionnement par un simple copier-coller. Il faut que vous parveniez en fait à comprendre exactement comment ça se passe et vous faire un schéma avant de faire la config. Et vous poser la question, qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe, et comment je vais faire mes tests. On a vu tout à l'heure la commande ping, mais aussi la commande tracert. Vous retrouverez ces commandes-là dans les notices d'accompagnement. Ces commandes-là, en fait, c'est vraiment les commandes de diagnostic qui vont nous permettre de savoir ce qui se passe et si quelque chose ne se passe pas comme on souhaite, si quelque chose bloque, ça va aider à comprendre où ça bloque. Notamment grâce à la commande tracert qui nous trace le chemin, et si ce chemin bloque un endroit, on s'approchera de l'endroit où est le problème. Voilà donc la fin de cette présentation, et dans la prochaine présentation qui sera la suite logique de cette opération, ce sera donc l'écriture en statique de la configuration des IP et de la fonction NAT et de l'activation du routage.